Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Femme Corpo. Ce matin, on reçoit une femme corpo pas comme les autres puisqu'il s'agit d'un homme. Bienvenue Emmanuel Grégoire, bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. Alors, vous savez, dans Femme Corpo, en ce moment, avec les filles, on a eu une idée un peu marrante, c'est de recevoir quelques hommes. Voilà, toujours des hommes de pouvoir parce que notre envie c'est d'aider les femmes à prendre le pouvoir. Donc toujours des hommes de pouvoir parce que à poser toutes ces questions à toutes ces femmes, on s'est dit pourquoi ne pas les poser aussi aux hommes. Donc merci Emmanuel de te prêter à l'exercice. Avec grand plaisir. J'espère que on va passer un super épisode. Enfin j'ai aucun doute là-dessus. En tout cas tu as accepté directement quand on te l'a proposé et je sais que c'est pas toujours facile d'être le seul homme en réunion. Enfin moi ça m'arrive souvent dans l'autre sens et c'est pas toujours facile, donc je sais. Merci, bienvenue. C'est la première fois qu'on reçoit aussi un politique dans Femme Corpo. Et c'était hyper important parce que comme l'enjeu c'est de naviguer dans les zones de pouvoir, évidemment une grosse zone de pouvoir c'est le pouvoir politique et je sais que c'est une zone de pouvoir qui fait peur à beaucoup de femmes et d'hommes et qui fait fuir aussi des gens qui aimeraient s'engager, qui ont l'intérêt général à cœur mais qui parfois cette violence les effraie. Voilà, donc on pourra aussi parler de ça. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, avec plaisir. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi d'abord et du thème de l'émission et puis de venir très modestement dire un peu mon expérience dans le secteur politique. J'ai, grosso modo, je suis un militant engagé depuis très longtemps, depuis que je suis tout jeune, mais j'ai eu une première vie dans le privé, une grosse dizaine d'années. Et puis j'ai basculé en politique sous l'influence de deux personnes, Jean-Louis Missica et Bertrand Delanoë d'abord. Je pensais que ce serait une petite parenthèse de ma vie et c'est devenu ma vie. C'était où dans le privé ? Je travaillais dans le conseil. Moi, j'ai eu une aventure entrepreneuriale à la fin des années, puisque je suis un peu plus vieux que vous, dans la première grande vague Internet de la fin des années 90, début des années 2000. Et je me suis spécialisé dans le secteur de la santé, donc beaucoup dans le e-learning en santé, et dans le conseil en organisation et en stratégie dans le secteur de la santé. Donc, tu bossais dans quelle boîte ? Alors moi j'ai créé ma boîte, j'avais une boîte de conseil et puis je bossais soit en direct pour des gouvernements, soit des hôpitaux, pour des organisations et planifications sanitaires et puis un peu en sous-traitance de grands cabinets de conseil qui faisaient appel à mon expertise entre guillemets. Est-ce que ta formation de base très rapidement Moi j'ai fait philo et j'ai fait philosophie et puis sciences politiques, spécialisé finance. Mais j'ai commencé à bosser assez jeune, j'avais 19 ans quand j'ai commencé mon premier CDI. J'avais envie de travailler, j'en avais marre des études. T'as fait où tes études ? Moi j'ai fait à Bordeaux, j'étais collégien et lycéen en pleine campagne. C'est pas très connu de mon parcours politique parce que je suis très parisien, mais j'ai fait toute mon adolescence en Charente-Maritime en pleine campagne. J'habitais dans un village qui s'appelle Saint-Fort-sur-Gironde. Et j'étais collégien et lycéen à Jonzac, sous-préfecture charmante de Charente-Maritime. Et puis, en m'engageant aux côtés de Bertrand Delanoë, j'ai été collaborateur d'élu d'abord, qui est honnêtement une très belle expérience pour tous ceux qui veulent découvrir le monde politique sans en connaître l'exposition du mandat lui-même. C'est un des moyens agiles, je vais dire, de bosser pour des grands acteurs publics, qui est très formateur et absolument passionnant, que ce soit collaborateur au gouvernement ou collaborateur au Parlement, Sénat, Assemblée nationale ou dans les grandes collectivités. C'est quand même un très très beau terrain de jeu pour découvrir et faire des choses concrètes. Et puis depuis 2014, je suis élu, après un passage à Matignon. Et j'ai été adjoint d'Anne Hidalgo pendant 10 ans, premier adjoint pendant 6 ans. Et en juin dernier, j'ai été élu député de la 7e circonscription de Paris. Alors, les numérotations sont un peu bizarres à Paris. La 7e circo, c'est Notre-Dame. Pas le 7e arrondissement. Non, exactement. Voilà. La 7e circo, c'est Notre-Dame, Bastille, République, Gare de Lyon. Voilà. Est-ce que dans ta carrière, on t'a déjà reproché d'être trop ambitieux ? De trop en vouloir, d'être trop ambitieux? Non, ça m'est pas arrivé. Donc, l'ambition, c'est bien. Enfin, l'ambition, c'est un moteur très puissant. La seule gênance que parfois j'éprouve vis-à-vis de l'ambition des autres, c'est quand il y a un décalage flagrant entre l'ambition et la capacité, ou comme si on voulait monter les marches, l'escalier 6 marches par 6 marches, c'est pas possible. Mais je trouve que l'ambition est par définition un moteur très puissant et nécessaire quand on veut avancer. Et en politique, il a, comme dans d'autres domaines, à dire vrai, mais en politique, il a une dimension un peu égotique, un peu folle,
qu'il faut savoir canaliser et auquel il faut savoir surtout donner du sens. Et l'ambition, c'est extraordinaire quand ça a du sens. Tu dirais que tu es plus shark ? Alors j'imagine que c'est une expression de la jeunesse contemporaine qui, vu le mot, doit renvoyer au requin. Est-ce que tu es un requin ? C'est comme ça qu'on disait quand j'étais jeune, c'est ça ? C'est une manière de voir les choses. J'aurais répondu non il y a quelques années. J'aurais peut-être répondu non encore il y a quelques mois. Mais parce que je suis candidat à la mairie de Paris et que j'éprouve des épreuves d'une violence très grande, si t'es pas shark, t'y arrives pas. Parlons de ça, la violence en politique. Est-ce que tu as déjà envisagé de quitter la politique à cause de la violence ? Non. Et comment tu fais pour supporter ce niveau de violence ? Alors, est-ce que j'ai envisagé de quitter ? Non, parce que ça fait partie du jeu. Est-ce que je la trouve parfois médiocre ? Oui. Est-ce qu'elle est spécifique à la politique ? Non. Je l'ai éprouvé dans d'autres moments de ma vie professionnelle. Hein. Les relations très conflictuelles, les coups bas, en espérant moi-même ne pas m'y être prêté, mais la violence du rapport à l'autre, notamment dans des situations de compétition, elle n'est pas spécifique à la politique. Ce qui fait en politique que c'est un peu spécifique, c'est deux choses. Un, c'est que la couverture médiatique crée un risque d'exposition auquel tout le monde est attentif. Donc en gros, tout se sait, tout se voit, ou en tout cas, tout s'imagine. Et puis le deuxième élément en politique, c'est qu'on est quand même à un moment donné dans des confrontations d'individualités qui sont très très fortes. Pendant longtemps, ça m'a hanté, au sens quasi charnel du mot, c'est-à-dire ça me vrillait le bide, ça m'empêchait de dormir. Ah, t'en as souffert ? Ouais, ça m'est arrivé. Tu faisais des cauchemars ? Non, pas des cauchemars, mais... T'en as déjà pleuré ? Ouais. Mais oui, ça m'est arrivé une ou deux fois, et je sais très bien. Et généralement, ceux qui m'ont fait le plus de mal, c'est ceux que j'aimais le plus. C'est pas ceux qui sont... et d'ailleurs, certains que j'aime encore infiniment, d'autres moins. Mais c'est comme ça. Et alors, faut l'accepter. Soit faut vivre avec. Et je pense qu'il y a deux moyens pour ça. J'ai deux indicateurs. C'est pouvoir s'endormir le soir sereinement, sans être obsédé par ça. C'est un critère. Quand on s'allonge dans le noir et qu'il y a la tête qui tourne en boucle, si on pense plus souvent à des choses malheureuses qu'à des choses heureuses, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est quoi le ratio ? C'est une fois par semaine ou c'est une fois par an ? Alors, ça dépend des moments de joie et des moments de peine. Exemple. En ce moment, ça va bien. En ce moment, je dors bien tous les soirs. D'abord, parce que je me couche hyper tard, parce qu'on a énormément de travail à l'Assemblée. On finit à minuit tous les soirs. Et donc, le temps de rentrer, de décompresser un peu, les nuits sont très, 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 très courtes, mais j'ai toujours peu dormi. Le deuxième critère pour supporter la violence, c'est d'avoir une armée affective autour de soi. C'est-à-dire de ne pas affronter ces épreuves seul. Quand on se fait attaquer, le fait d'en pouvoir en parler, le fait de pouvoir partager ça, dédramatise. Et puis, parce que c'est aussi un moyen d'observer qu'on n'est jamais seul dans ces situations-là. Beaucoup de gens sont confrontés à ça. Alors, il vient de nous donner une super clé de leadership. En fait, le but aussi, c'est de donner vraiment des clés à nos auditrices pour elles-mêmes naviguer dans les milieux de pouvoir. Le truc de l'indicateur de est-ce que tu as mal au ventre, est-ce que tu t'endors bien le soir, il est hyper important. Moi, mon premier job de pouvoir, il y a un moment où j'avais une relation hyper toxique avec une fille qui était aussi dans mon écosystème professionnel. Et en fait, tous les soirs, on s'appelait pendant 2 heures et en fait, on faisait des stratégies, enfin machin. Et en fait, je me rendais compte que ça m'empêchait de dormir après parce que, je sais pas, c'était trop, c'était trop pesant. Et en fait, j'ai coupé cette relation parce que, gentiment, mais j'étais, oula, c'est trop de se rajouter du boulot de 22h à minuit. Et en fait, ça, je trouve que c'est une super clé de leadership de se dire, en fait, c'est un temps pour tout. Et si je suis pas capable le soir de faire la part des choses et d'être juste en train de penser à autre chose, de me détendre, etc., c'est que je suis dans un moment un peu toxique et qu'il faut redescendre, respirer et penser à autre chose. Donc, moi, c'est pareil. C'est vraiment, je crois que c'est important, mais c'est valable dans tous les milieux professionnels, mais il faut savoir trouver sa grotte. Et trouver sa grotte, ça peut être chez soi, ça peut être aller au ciné, ça peut être faire du sport. Mais il faut trouver ces bulles dans lesquelles on se protège de l'extérieur et où on se force à ne plus penser à ce qui crée de la charge de stress. Moi, des fois, je rentre le soir et je n'ai plus du tout envie de parler de politique, de machin. Il est 1h du mat, on arrête, on ferme les écoutilles et évite. Le poison des réseaux sociaux et peut-être l'addiction au téléphone est un truc qui peut mettre en danger là-dessus parce que
inévitablement, ça renvoie à ce qui fait son quotidien, ses réseaux d'influence et ses réseaux de contact. Et puis la Donc, violence rentre dans le foyer familial. C'est ça la différence avec l'époque, c'est qu'aujourd'hui le téléphone il rentre à la maison. Le boulot est en permanence dans notre poche, donc évidemment, vous avez raison. Et donc à la fin des fins, il n'y a pas mieux qu'un bouquin ou qu'un film ou de la musique ou de faire dodo. Tu lis quoi en ce moment? En ce moment, je lis un bouquin d'Alexandre Dumas qui est son carnet. Alors, c'est pas un roman d'Alexandre Dumas, c'est un carnet de mémoire sur la Révolution de 1832. Et pourquoi ce livre m'intéresse, moi qui ne suis pas un grand fan de Dumas, je trouve ça très long, c'est que c'est la Révolution qui sert de décor aux Misérables, qui n'est pas forcément la plus connue, mais c'est une de celles que je préfère. Il y a qui dans ta grotte alors quand tu te coupes de ce monde professionnel? Il y a mes proches, il y a ma compagne, il y a mes enfants, il y a quelques amis. Voilà. Donc tu as eu combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Ah oui, la famille nombreuse, les Grégoire. Ouais. J'ai 3 enfants d'une première union qui a duré plus de 20 ans. Et puis aujourd'hui, je suis comme tant de gens dans une famille recomposée. Et donc on a 3 plus 2 enfants, 5 enfants. Ah oui, famille très nombreuse chez les Grégoire. Alors c'est plutôt pratique puisque du coup ils sont en garde alternée. Donc une semaine on est 5 plus 2 et une semaine on est 2. Et t'es marié? Non, je suis pas marié. Je me suis jamais marié d'ailleurs. Par contre, tu maries des gens. Je marie les gens et c'est un des trucs que j'adore. Je le dis d'ailleurs. Mais t'as pas envie de le faire pour toi? Je sais pas. Peut-être un jour, mais voilà. Je suis pas du tout réticent au mariage, mais voilà, c'est beaucoup d'orgas. Et tu as eu tes premiers enfants à quel âge? À quel âge tu as eu tes enfants? 26 ans, j'ai eu mon premier garçon. Il a 19 ans aujourd'hui. Et ensuite, j'ai eu une fille qui va avoir 16 ans. J'ai un garçon de 14 ans et les petits derniers ont 10 et 8. Et tu te rappelles des accouchements, du moment de leur naissance? Très bien, à la minute près des 3. Et le premier, c'est intéressant parce que ça, c'est aussi un sujet de ces moments d'engagement professionnel qui font rater les grands moments de la vie. J'étais en mission, mon premier est né très prématuré, j'étais en mission loin de Paris, heureusement beaucoup moins loin que d'habitude parce que j'ai énormément voyagé dans le monde, mais j'étais dans le nord de la France pour une mission de conseil. Et la maman de mon fils aîné, enfin de mes enfants, m'appelle à 7h du matin en me disant « ça va pas, j'ai des contractions, etc. » Je lui dis bah, « écoute, j'allais prendre le train, ça tombait bien pour rentrer. » Et j'ai eu la chance, dans la vie dingue que j'ai eue de voyage partout dans le monde, j'ai été là aux 3 naissances, j'ai été là et c'est évidemment un souvenir merveilleux. C'est vrai que est-ce que c'est leur mère, elle ne pouvait pas ne pas être là. Là tu racontes effectivement un premier événement peut-être qui a été psychologiquement déstabilisant peut-être. Donc. Oui, c'est vrai qu'après j'ai quand même fait attention à beaucoup moins charger mon agenda de déplacement dans les zones à risque, à bonheur, je veux dire. Est-ce que c'est le plus beau jour de ma vie? Je dirais pas ça, parce que moi j'ai pas un plus beau jour de ma vie. Ma vie a été faite, vraiment j'ai eu de la chance, de beaucoup de bonheur, de beaucoup d'histoires, mais incontestablement les souvenirs que j'ai avec mes enfants dépassent de loin tout le reste. Comme tout le monde, j'imagine. Vous êtes une femme corpo qui bouscule les codes de l'entreprise ou vous en connaissez une. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou à nous envoyer un DM pour nous le signaler. On a trop hâte de vous recevoir sur notre canapé. Et au moment des naissances, est-ce que tu as pris un congé paternité? Oui. Alors d'ailleurs, ça me fait marrer parce que j'avais un patron, je l'adore. Mais quand mon premier fils est né, je lui ai dit, je vais prendre mon congé paternité. Il m'a dit, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Je lui ai dit, tu sais, c'est la loi, on a le droit à 15 jours, 2 semaines de vacances. Il m'a dit, mais c'est pas possible cette histoire et tout. Je lui ai dit, ce que doivent répondre beaucoup de gens, j'ai dit, t'inquiète, je bosserai à la maison, mais oui, je les ai pris. Je ne vais pas vous dire que j'ai été à la hauteur de ce que j'aurais dû en termes de disponibilité pour mes enfants, comme je crois que tous ceux qui ont des grandes responsabilités, c'est une fausse excuse ça, c'est aussi tous ceux qui ont un surengagement dans leur travail. Mais par contre, j'essaie de protéger au maximum cette sphère privée. Et j'essaie quand je suis là, d'être vraiment là. Tu penses que tous ceux qui ont un surengagement dans leur travail doivent faire des sacrifices sur leur vie parentale? Oui, enfin, c'est surtout leurs proches qui font des sacrifices. Hein. Moi, s'il n'y avait pas eu la maman de mes 3 garçons pour accompagner mes délires d'engagement politique, parce qu'il faut comprendre qu'il y a d'autres métiers qui conduisent à ça, mais la politique, ça consiste à faire, tu connais un peu, à enchaîner 5 réunions par semaine.
Et si tu en fais 4, tu te dis, oh là là, mince, j'aurais pu faire plus. Il y a une forme de délire d'ailleurs dans ce sacrifice Frénésie. qu'on impose à soi-même, mais honnêtement qu'on impose d'abord aux autres. Vous connaissez cette expression, il n'y a pas de grands hommes politiques sans femmes derrière, ça n'existe pas. Et inversement, les femmes politiques que j'ai connues personnellement ont toujours été accompagnées. Mais est-ce que c'est pas plus vrai dans le sens derrière un homme politique, il y a toujours une femme? Parce que, par exemple, moi je prends l'exemple de Yael Braun-Pivet qui a 5 enfants. Son mari a un très haut poste dans un gros groupe. Ils ont tous les deux une vie extrêmement intense professionnellement. Et ils gèrent leur famille comme ça. Mais il n'y a pas eu de... Enfin, il y a sûrement eu des sacrifices, bien sûr, mais ils ont quand même 2 énormes postes, les deux, et ils gèrent... Enfin, moi, En fait- j'ai connu d'autres power couples. Mais juste si je peux généralement, me les deux ont permettre. fait des sacrifices, quoi. Oui, mais juste si je peux me permettre, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes de pouvoir politique, etc., qui ont des femmes qui ont fait des sacrifices pour permettre à l'homme, mais il y a beaucoup de femmes de pouvoir qui ont des hommes de pouvoir en conjoint. Oui, Tu vois. c'est les Donc les il y a deux sont moins, vrais, il y a ouais. moins le côté, enfin les femmes qui font des grosses carrières, en général leur mari fait aussi des grosses carrières et respecte Ça, c'est ce que tu évoquais. Moi, j'observe, je ne suis pas sociologue et je n'ai pas de données quantitatives, mais j'observe qu'il y a un espace pour que des hommes consacrent plus de temps à leurs compagnes et à leurs enfants, plutôt que dans ce schéma très tradit, très patriarcal et très pluriséculaire, hein, on va dire, c'est l'homme qui... Justement, il y a une DRH de la saison 1 qui nous disait qu'aujourd'hui, les hommes refusent beaucoup plus de partir à l'étranger, faire le tour du monde, si ça implique que leurs femmes quittent leur job. Donc c'est intéressant, tant ça mieux, prouve quand même tant qu'il y a- mieux, ça veut dire que ces choix aussi structurants ne se font pas seuls mais à deux, et tant mieux s'il y a une forme d'équilibre dans la prise de décision, tant mieux. Et toi, en l'occurrence, ta femme, ta première union, elle travaillait, elle avait quoi comme activité professionnelle? Oui, alors je ne parlerai pas en détail d'elle, Ouais, c'est bien aussi sûr. l'un des critères de protection de la vie, elle est magistrate, elle est toujours magistrate. Donc elle a fait une très avait belle carrière. activité, ouais. Elle fait une très belle carrière. Enfin, si elle n'avait pas été en soutien, en support de mes absences, je serais encore plus mal à l'aise vis-à-vis de mes propres Ça- enfants aujourd'hui. Ça te saoule de parler de ta vie privée? Aujourd'hui, il y a- Oui. il y a beaucoup de Non. politiques qui jouent quand même un jeu de pipolisation, Ah, bah, etc. genre, ça m'exècre. Ah ouais J'ai pas du tout. Enfin, en gros, si la caméra Je n'était comprends, pas hein. allumée, j'aurais pas de problème à parler de ma vie. Non, Je- bien voilà. sûr. Non, mais je comprends. Oui, je n'aime pas faire ça pour 2 raisons. C'est que je pense que c'est pas du tout un registre de conviction sur lequel je veux jouer dans mon registre à moi, qui est celui de convaincre les gens que je peux être utile pour les représenter. Et le deuxième, c'est que nos proches souffrent tellement de l'exposition, des articles, des machins, je ne parle même pas des réseaux sociaux, qu'on leur doit quand même un minimum de protection. Vous n'êtes pas prêt de me voir faire des photos avec mes gamins dans un journal plage. au papier glacé. Peut-être quand il y aura le resto de langoustes. Oui, c'est ça, que j'aurais changé de vie. Ouais, exactement. Moi, je m'interroge- Ça n'intéressera plus personne, ce qui sera parfait. Moi, je m'interroge en tant que jeune de 25 ans sur la politique. J'avoue que, pour être très franche avec toi, je me suis jamais énormément intéressée à la politique parce que je me demande si aujourd'hui les ambitions personnelles ne vont pas au-delà des ambitions pour la France, pour le pays. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle un peu de pipolisation, etc., que les gens veulent accéder au pouvoir pour leur petite ego trip davantage. Alors, je dis pas que c'est ton cas, mais je dis que de manière générale, c'est... Voilà. Davantage que pour vraiment servir une cause. Et est-ce que le système politique aujourd'hui n'est pas fait pour justement... Écoute, je ne dirais pas ça. D'abord, qu'il y ait une dimension égotique ou égotrip dans la carrière politique, oui. Mais enfin, je l'ai observé dans d'autres trajectoires de carrière. Quand vous êtes dans une trajectoire, par exemple, de grand médecin et que vous montez le cursus honorum de la hiérarchie médicale, quand vous êtes magistrat et que vous voulez accéder au gros poste, quand vous êtes dans une entreprise, etc., il y a des ressorts qui sont très proches de ceux qui sont dans la politique. La deuxième dimension, c'est que la politique a un côté sacrificiel en termes de charge, parce que parfois on a une mauvaise image de la politique qui est liée à son émergence médiatique. Mais l'émergence médiatique de la politique, ce n'est pas la réalité des mandats. Retenir que 90% des élus sont des gens qui font ça, alors peut-être par égotisme, j'en sais rien, mais enfin qui font ça bénévolement, qui font tout avec leur petit bout de ficelle, etc. C'est pas un monde uniforme, la politique.
Et ensuite, il faut d'abord, tu évoquais ton âge, il n'y a pas d'âge pour faire de la politique. Et deuxièmement, c'est comme la poésie, on en fait sans le savoir. Quand on porte un combat comme chef d'entreprise, mais l'exercice auquel vous vous prêtez ici, qui est celui de faire des formats vidéo d'accompagnement à l'empowerment féminin, etc. C'est de la politique d'une certaine manière. C'est prendre une cause et la porter et trouver le moyen de la mettre en œuvre. Moi, j'ai connu des gens qui se sont engagés en politique, que ce soit d'ailleurs à droite et à gauche, parce qu'ils portaient une cause particulière dont on imaginait qu'elle était assez loin des motivations d'un mandat. Exemple, moi je veux soutenir l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, je veux m'engager pour la culture, etc. Je dis à tout le monde, essayez de voir si dans votre sphère personnelle d'engagement, il n'y a pas un truc que vous pouvez mettre au service des autres. Et être élu n'est pas le seul moyen de le faire. Ça peut être évidemment l'engagement associatif, ça peut être des formats d'accompagnement, de formation, etc. Et enfin, je vais défendre la politique, c'est que le jour où les talents ne voudront plus aller en politique, ça voudra dire que le système est en train de s'effondrer sur lui-même. Mais t'as pas l'impression que c'est déjà le cas ? Oui et non, bien sûr. Je vais t'envoyer un mail avec une centaine de talents que je connais qui sont partis. Non, mais je sais. Moi, à titre personnel, j'en connais une centaine. Mais... Je sais. Mais si t'as l'impression que c'est pas le cas... Si, non, mais je vois bien la crise de vocation, elle est liée à plein de trucs. C'est chiant, parfois les gens disent c'est pas payé, ce qui n'est pas vrai non plus. C'est pas très bien payé, mais enfin c'est bien payé la politique quand on veut s'y consacrer. Je sais qu'il y a les sujets de conflit, de prévention de conflits d'intérêts qui font que c'est parfois compliqué dans un cabinet quand on est spécialisé sur un sujet, puisque dès lors qu'on y est, on ne peut plus retourner dans son secteur pour la prévention des conflits d'intérêts. Donc il faut trouver aussi des équilibres pour pas que ça fasse fuir les talents. Mais il n'y a pas plus sympa. La question, c'est on n'est pas obligé de le faire toute sa vie, on n'est pas obligé de le faire à ce niveau d'intensité. On peut le faire par exemple en allant bosser dans un cabinet pour dire je veux voir à quoi ça ressemble, etc. Et en vrai, je veux le dire en ayant une expérience et de l'État, et du Parlement, et de la ville de Paris, c'est incroyablement enthousiasmant. Vraiment, je le dis, ça donne du sens au vivre ensemble. Voilà. C'est comment d'avoir été au service d'une femme politique, d'une grande femme politique, Anne Hidalgo. C'est assez original d'avoir une patronne femme, parce qu'il n'y en a encore pas assez, et pas beaucoup des femmes de pouvoir en politique. Est-ce que pour toi, ça fait une différence par rapport à un homme ? Non, je veux vous dire très très franchement. D'abord, j'ai adoré travailler avec Anne Hidalgo. On est très différents, elle et moi, mais je pense que ça nous a rendus très complémentaires. Je suis d'abord extrêmement reconnaissant de ce qu'elle m'a offert. J'espère aussi avoir apporté des choses. Je ne fais pas de différence du tout. Simplement, j'observe avec lucidité qu'il y a beaucoup moins de femmes, évidemment, encore aujourd'hui, même si ça progresse, que je considère que c'est anormal et qu'il faut continuer à travailler pour l'améliorer. Mais dans mon expérience personnelle, je travaille 10 ans comme très proche de Anne, j'ai pas fait de différence. J'ai vu par contre les différences. Je dois dire que elle a, comme toutes les femmes politiques que j'ai croisées dans ma vie, encaissé et une espèce d'exacerbation, ou en tout cas de vulgarité des attaques qu'on observe moins chez les hommes. C'est plus dur pour les femmes politiques, c'est plus dur. C'était ma question. Est-ce que tu penses qu'un homme à la place de Anne Hidalgo qui faisait la même transition vélo, etc., aurait pris aussi lourd, aurait pris un si lourd tarif par les médias, etc. Oui et non. C'est difficile parce que tout ça est une alchimie un peu complexe de contexte, de caractère, etc. Mais je considère qu'elle a été, sur bien des aspects, vulgairement et injustement attaquée jusqu'à la nausée. Parce qu'elle était une femme. Oui, en partie. Mais toi, si tu deviens maire de Paris, tu t'attends au même type d'attaque ? Oui, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a une forme d'indulgence supplémentaire vis-à-vis des hommes et que les femmes, du coup, sont... Moi, j'ai observé plusieurs femmes politiques, plus ou moins de près, mais enfin, je les connais bien. Ségolène Royal, Martine Aubry, Anne Hidalgo, parfois des personnalités politiques de droite. C'est plus dur pour les femmes. Et pardon de le rappeler, il n'y a pas qu'en politique que c'est le cas.
c'est plus exigeant, c'est plus le plafond de verre et le coût d'entrée est plus élevé. Et donc oui, on reste dans une société qui maltraite structurellement les femmes parce qu'elles sont des femmes. Mais est-ce que tu as un exemple concret de moment où tu t'es dit non mais là c'est trop fou ce qui est en train de se passer et c'est vraiment du sexisme où tu as eu cette prise de conscience-là? Le registre psychologique de la spécificité, on va dire, de l'attaque faite contre les femmes, c'est celui où la prise de décision, aussi baroque, originale, courageuse, ça dépend de la matrice de lecture qu'on a, soit-elle, donne tout de suite lieu à une interprétation de perte de repères, de perte de moyens. C'est vraiment la thématique de l'hystérisation. Et cette femme est une hystérique, puisqu'elle fait quelque chose qui est incongru ou incompréhensible ou inacceptable. C'est un registre qu'on n'a pas du tout dans la critique de la prise de décision chez les hommes. Les hommes, ils sont durs, ils peuvent être cassants, ils peuvent être autoritaires, ils ne sont pas hystériques. Il y a un chercheur... Avec toute la charge sémantique du mot d'ailleurs. Il y a un chercheur qui a prouvé qui a étudié la crise des subprimes et les financiers à Wall Street et qui a prouvé que la testostérone avait un lien avec la crise parce qu'en fait c'était des salles de marché trop masculines, trop testostéronées et que du coup ça leur faisait prendre des décisions vraiment hystériques au sens masculin. Alors, si on regarde le loup de Wall Street, il n'y a pas que ça. Mais... Oui, il suffit de voir le loup de Wall Street, mais il y a un chercheur qui l'a prouvé, donc c'est encore plus scientifique. Ouais. Est-ce que tu penses que si Marine Le Pen était un homme, elle aurait eu plus de voix ? Je sais pas. C'est difficile. Ça, pour le coup, c'est difficile en projection de voix. Parce que je pense qu'il y a une part aussi Mon avis là-dessus n'étant documenté par aucune étude sociologique ou politique, je ne veux pas répondre à une question à laquelle je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si, en gros, la discrimination des femmes en politique va jusqu'à une perte de potentiel électoral parce que ce sont des femmes. J'ai le sentiment qu'il y a des milieux où c'est le cas, à l'évidence. Il y a des milieux où c'est le cas, par exemple les médias. Moi, j'ai bossé beaucoup en radio, notamment, et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, on me disait une voix de femme fait moins d'audience qu'une voix d'homme, c'est comme ça. Bah bien sûr. Et toi, t'es en mode plus la voix est grave, j'ai envie de devenir animatrice, donc c'est dommage. Bah moi, on me le dit tout le temps, ouais. Mais plus la voix est grave, plus. D'ailleurs, on m'a déjà dit de faire un coaching pour. Mais moi, ça va, j'ai pas la voix trop aiguë. Mais on m'a déjà dit de faire un coaching pour que ma voix soit plus grave. J'étais en mode, mais j'ai pas que ça à foutre. Tu me déclopes, Laura. Ouais, vraiment. C'est la première remarque dans les concours d'éloquence. C'est qu'on dit aux femmes, vous avez des voix trop aiguës, vous êtes insupportables à écouter. Et donc moi, je sais qu'une des raisons pour lesquelles j'ai gagné les concours d'éloquence, c'est parce que j'avais une voix grave. C'est les championnes du monde d'éloquence. Du monde, de l'univers même, je dirais. J'ai besoin de conseils. Ouais, si tu veux, mais c'est payant, elle coûte très cher. Je te préviens. Mais c'est pour la cause, c'est pour la politique. Le principe de la politique, c'est qu'on fait des trucs d'engagement gratos. D'ailleurs, on pose rarement cette question, on pose tout le temps cette question, mais les gens sont assez mal à l'aise. Mais est-ce que tu pourrais dire quelle est ta meilleure qualité professionnelle? Professionnelle, c'est marrant, je ne me mets pas sur le même plan. Professionnelle, je dirais ma rigueur. Je suis quelqu'un de très organisé et très rigoureux. Et je pense qu'avec un minimum de rigueur, on peut faire tout. Voilà. Et que tout le monde peut tout faire s'il commence par essayer de poser un cadre de travail, pas se disperser, pas perdre de temps, pas travailler tout seul, etc. Ma rigueur. Et sur le plan humain, si vous m'autorisez à la dire, parce qu'elle est rare, je crois qu'elle est totalement sous-validée, sous-valorisée, c'est que j'aime les gens, j'ai une aversion au conflit. Et je suis un espèce de casque bleu dans ma tête permanent. J'essaie de trouver les chemins d'engagement, d'embarquement. C'est un mot que j'aime bien, être embarqué. J'aime les gens. Je suis, voilà. Alors, Anne me disait, t'es trop gentil. Je dis oui, j'espère que ça durera encore un tout petit peu dans un monde qui n'y incite pas. Voilà. Il y a peu de gentillesse en politique. Il y a peu de gentillesse tout court. Moi, je trouve que... Enfin, moi, le mot gentil est un mot un peu naïf, mais en réalité, il cache un sujet psychologique qui est relationnel à l'autre beaucoup plus profond. C'est toute la question de l'altérité, de la relation à l'autre. J'ai une relation très empathique à l'autre. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Je ne veux pas faire de la psychologie à deux balles. Est-ce que c'est parce que je me protège moi-même? J'en sais rien. Mais j'aime rencontrer les gens, j'aime qu'ils m'aiment, j'aime les aimer. Et je me dis que quand il y a une situation conflictuelle, la première des priorités, c'est d'essayer de la dénouer. C'est pas d'essayer de l'aggraver ou de la confronter. Et donc oui, des fois, je dépense beaucoup d'énergie à me rabibocher avec les gens, à me rabibocher avec moi-même. Et j'espère que c'est un moteur que je garderai toute ma vie. Parce que je crois que j'y trouve beaucoup de bonheur. Et consacrer de l'énergie à éviter les pensées négatives
est quelque chose, je trouve, de très important. Mais tu crois qu'on peut être maire de Paris quand on a peur du conflit ? Ouais. La question, c'est pas d'avoir peur du conflit. J'ai pas peur du conflit. J'essaie de réduire les risques de conflit. D'accord. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, ceux qui, dans leur vie, ont essayé de me faire du mal, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, savent que je peux être d'une dureté insurmontable. Je le dis à ceux qui, de temps en temps, Et à ceux qui nous goûtent écoutent. à la tentation d'être un peu malsain. Je vois pas d'intérêt, j'y vois pas de plaisir, mais j'ai aucun problème à être dans le conflit et dans la confrontation brutale s'il faut. Ouais. Et alors, quel est le pire défaut d'Emmanuel Grégoire ? Mon pire défaut, il m'arrive d'être un peu colérique. C'est paradoxal, mais il m'arrive d'être un peu colérique et de me laisser embarquer des fois et c'est pas bien ça. Colérique ? Ouais. Ok. Ça m'arrive. Donc si je comprends bien, ce podcast est tout simplement un buzz. Pour toutes celles et ceux qui adorent ce podcast, ou qui l'aiment même un petit peu, vous avez plusieurs choses à faire. La première, quand vous écoutez le podcast sur une plateforme de streaming audio, vous mettez 5 étoiles sur les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et toutes les autres. Si vous regardez en vidéo sur YouTube, là, c'est très simple. Vous mettez un pouce, un like, un commentaire, une photo, une story, ce que vous voulez. En tout cas, communiquez sur ce podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter. On est trop contente que ça résonne chez vous et que vous utilisiez concrètement les conseils qui sont donnés dans les podcasts. En bref, abonnez-vous. C'est quoi le pendant féminin de la colère ? Comment on Ça qualifie une femme s'appelle qui la nous colère. épouse non. des colères ? Non, Je ça, rigole, politique, je ouais, rigole. mais- selon les sociologues de la fin du 19e, c'est l'hystérie. Mais selon moi, ça s'appelle la colère aussi. On a tous nos pétages de plomb. Ça m'arrive de péter les plombs. C'est ce qui n'est pas un trait de caractère qui est connu chez moi, mais ça m'arrive. Et Comme est-ce tout le que, monde. j'ai une question, est-ce que tu as un souvenir où tu as pris la défense d'une femme dans ta carrière, qu'elle soit politique ou dans le privé, parce qu'elle était victime de sexisme et donc tu as été témoin de ça ? Alors oui, parce que j'ai été confronté sur le plan disciplinaire et managérial d'abord à des cas de violence sexuelle et sexiste. Ah. Je voudrais dire quelque chose là-dessus d'ailleurs, parce que je me suis dit ça ces dernières années. Pendant longtemps, j'étais convaincu moi-même que j'étais engagé sur les violences sexuelles et sexistes, etc. Ça a toujours été un combat très présent, personnellement. Mais c'est assez récemment que je me suis rendu compte à quel point il existait une barrière entre les femmes et les hommes sur le dialogue sur ces sujets. Nous n'en parlions pas. Quand j'étais jeune, avec mes copines, mes amis, machin, on ne parlait pas des VSS. C'est-à-dire, et j'ai découvert longtemps après, c'est-à-dire les 10 dernières années, on va dire, des copines que je connais depuis 30 ans, qui d'un coup, il y a 10 ans, ont commencé à me raconter des trucs qui leur étaient arrivés. D'abord sur la prise de conscience vraiment généralisée et systémique des violences sexuelles et sexistes. Pas une de mes copines ne me raconte pas, en me disant « mais qu'est-ce que tu crois ?» etc. Enfin, une anecdote, ou parfois malheureusement des drames, d'agression dans le métro, je suis suivi dans la rue, je me fais siffler dans la rue, etc. Je savais que ça existait, je ne pensais pas que c'était aussi généralisé. Et c'est là que j'y ai vu, moi, le symbole, forme de libération de la parole, c'est qu'on n'en parlait pas avant. Je pense qu'on en a parlé d'ailleurs, elle me disait, on en discutait entre copines, mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas au milieu du dîner ou entre copains, etc. Sans doute différent dans les jeunes générations, j'imagine, et je l'espère. Et moi, j'ai été confronté dans ma vie professionnelle, avant, après d'ailleurs la politique, à des cas de violences sexuelles et sexistes qui ont donné lieu à des licenciements, à des procédures disciplinaires quand il s'agissait d'agents publics. Est-ce que tu as été porte-parole, comme demande Julia ? Oui, enfin, en tout cas, quand ça m'a été dénoncé, j'ai fait ce que je croyais devoir faire. Donc, depuis la hiérarchie Et puis, alors, je veux dire, il ne faut pas s'improviser, entre guillemets. Il faut être formé à ça. Moi, j'ai fait des formations sur la lutte contre les VSS, dans le cadre d'activités d'enseignement qui étaient les miennes ou dans le cadre de mes activités professionnelles. J'ai déclenché des articles 40 pour violences sexuelles et sexistes. J'ai déclenché des procédures disciplinaires. J'ai calmé des gens ou les recadrant en considérant que c'était une étape qui suffisait vu la gravité des faits qui étaient dénoncés. Mais c'est devenu un trait quotidien du management aujourd'hui, y compris dans la vie politique. Et sans doute pas encore à la mesure de ce qui s'y passe. Il y a encore un sénateur qui a drogué une sénatrice. Oui. Il y a encore. Mais il va aller
pardon, mais il va aller en prison pour ça. Il Ouais, va aller ouais. en prison. Donc, Enfin, moi, pour ceux qui me racontent la mémoire de ce qui se passait dans le Parlement ou dans les lieux de pouvoir il y a 20-30 ans, beaucoup d'affaires ne sont jamais sorties. Et on connaît suffisamment de gens en commun pour savoir qu'il y a encore des affaires sur le tapis, manifestement. et je n'attends qu'une chose, c'est que tous ces trucs dont j'ignore tout, hein, moi, mais on me dit que ça reste quand même un problème, eh bien, il faut que la parole continue à se libérer et il faut que la peur change de camp, voilà, tout simplement. J'aimerais d'ailleurs faire une petite dédiée à un truc qui marche vachement bien là-dessus. Il y a une association qui s'appelle la Fédération des trucs qui marchent, qui va voir dans tous les maires de France pour savoir les trucs qui marchent. Et un truc, c'est cool ça. Ah, ouais, ils sont trop bien, ouais. On les embrasse. Dédiés. Et ils font un truc qui est du coup qui marche très bien, c'est qu'ils envoient des faux magazines de mode ou en mode comme un magazine Elle, sauf que ça s'appelle Violence. À l'intérieur, tu n'as que des pages de témoignages de femmes, des numéros et tout. Mais du coup, quand ils constatent qu'il y a une augmentation des appels pour violence, quand ils déposent ça dans toutes les boîtes aux lettres, et tu te dis c'est ouf parce que du coup le mari il crame pas que c'est pas un magazine Elle, etc. Tout ça pour dire, c'est quand que la dernière fois que vous avez pris le métro à 22h, que tu as pris le métro à 22h? Tout le temps, tous les jours. Tous les jours. Et t'as peur dans le métro? J'ai jamais eu peur de ma vie dans le métro. Je me suis fait agresser quand j'étais gamin dans le métro, à Nation, place de la Nation. Je me suis fait courser, casser la gueule. J'étais, je sais pas, je devais être en 6e, un truc comme ça. C'était avant que je parte en Charente-Maritime. Et je me suis fait casser la gueule, mais j'ai jamais peur dans le métro. J'ai un petit côté un peu bagarreur. Ouais. L'autre jour, j'ai rejoint des copines, pas très loin de Barbès. Et j'ai une copine qui arrive un peu de mauvais poil et elle a dit bah non mais en fait j'ai attendu une copine au métro pendant 20 minutes et en fait je me suis pris genre 10 réflexions en 20 minutes et c'est relou et en fait ça lui a un peu gâché sa soirée, c'est-à-dire que c'est pas, y a pas de quoi aller au commissariat et porter plainte, enfin non, encore que c'est le harcèlement de rue banal et insupportable. Juste passer 20 minutes à Barbès pour attendre une copine, bah tu sais que tu vas passer une mauvaise soirée quoi. C'est quoi tes idées politiques pour ce genre de truc à Paris? Alors ce sujet est très important hein, parce qu'on évoque les violences sexuelles et sexistes dans le milieu professionnel, mais il y a celles qui sont dans la rue. C'est difficile de faire de la hiérarchisation, mais il y a évidemment les cas les plus graves, mais il y a aussi cette espèce de harcèlement de rue quotidien. Latent. Et on va le dire, je connais chaque station de métro qui pose le plus de problèmes. Vas-y, dis-nous les 5. Et si on les connaît, c'est Marx-Dormois, c'est La Chapelle, c'est Barbès, c'est Stalingrad, c'est Jaurès. Je les connais. Ce sont des quartiers dont on s'occupe beaucoup, qui sont par ailleurs des quartiers merveilleux, mais dans lesquels... Si je puis me permettre, il y a ces quartiers-là qui sont évidemment et c'est partout ailleurs hostiles, aussi. mais on les connaît. Mais en vrai, on peut aussi être à La Muette. Franck, moi je trouve que l'Ouest c'est le pire parce que quand il y a moins de monde, il y a personne. C'est mort. C'est exactement... Moi j'ai plus peur dans l'Ouest que dans l'Est. Mais tu as raison à cause de la densité de Exactement, de fréquentation gens à la et de gens. Vers Bois de Boulogne et tout, c'est le pire pour moi. Donc, comment on fait pour ces trucs-là? Il y a d'abord évidemment tout l'arsenal de formation, prévention de tous les agents qui sont chargés d'encadrer ça, hein, parce que il y a pas me projeter dans les récits sur l'éducation citoyenne de tout un chacun. Ça, ok, il faut progresser, etc. Mais là, pour donner des réponses précises. Il y a le sujet de ce qu'on appelle la prévention situationnelle. Qu'est-ce que c'est la prévention situationnelle? C'est concevoir des espaces publics dans lesquels on réduit les risques. Réduire les risques, c'est éviter les goulots d'engorgement, c'est éviter les recoins, c'est travailler sur l'éclairage, c'est travailler sur l'environnement. Oui, c'est ça, urbanisme, aménagement public et on va dire comment on utilise l'espace pour prévenir les risques et pour désinciter les relous et voire même les agresseurs, les dangereux, à passer à l'acte. Ou en tout cas, ça marche bien. Donc, pour vous donner un exemple, je ne dis pas que c'est le produit du siècle, mais on a écrit le premier guide de l'espace public genré à la ville. Quand j'étais premier adjoint, je travaillais ça avec Hélène Bidard, qui est adjointe communiste de Anne. On a fait un guide genré de l'espace public. C'est comment on adapte un peu des espaces publics à cette question, qui est une double question, qui est la prévention des VSS dans l'espace public, mais qui est aussi celui, en gros, de l'appropriation de l'espace public. Comme dans les cours de récré, ça a été vachement fait dans les cours de récré pour limiter que les hommes fassent du foot et monopolisent toute la cour. Et embolisent. Mais les débats sont compliqués parce que, par exemple, sur le foot, on m'a donné un argument qui était intéressant. L'autre jour, on m'a dit... Après, nous, on essaie de faire la synthèse entre tous ces bons. J'ai des sociologues qui m'ont dit, faites attention, parce que jusqu'à un certain âge, il n'y a pas de raison qu'il y ait, il n'y a pas de différence physique qui justifie que les filles et les garçons ne jouent pas ensemble. Il dit peut-être que le combat,
c'est pas d'interdire le foot aux garçons parce que ça symbolise 90% de la cour et que tout le monde, toutes les filles et les garçons qui jouent pas au foot sont dans le coin. Mais il dit peut-être que l'un des enjeux, c'est aussi de faire jouer tout le monde tous ensemble et tout le temps un peu au foot, tous ensemble, et un peu à autre chose tous ensemble, etc. Mais c'est exactement ça. Donc on a des choses qui sont efficaces. Puis il y a tout l'arsenal répressif. L'arsenal répressif, c'est aussi dans les endroits qui sont les plus fréquentés. Dans l'exemple que tu donnais, c'est pour ça que je revenais sur les stations, c'est dans les endroits où il y a une suroccupation, on va dire, de l'espace public. À la Muette, vous ne pouvez pas emmerder par 10 mecs en 5 mètres, c'est pas vrai. Il y a des situations à risque XXL, mais ce n'est pas les mêmes types de risques et pas les mêmes types de pression. Et donc là, ça veut dire aussi la mobilisation des services de sécurité de la RATP, de la police municipale, des patrouilles qui bougent, etc. Moi, je trouve que c'est une violence sociétale insupportable, et c'est l'exemple de ce que je vous disais dont je n'avais pas conscience quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est à quel point c'est insupportable. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Il y a quand même un chiffre très clair qui est que 100% des femmes se sont fait emmerder, agresser. Et en fait, 100% des femmes d'ailleurs se posent la question de prendre le métro après 22h. Alors celles qui sont évidemment obligées de le faire, qui sont 99% des femmes forcément, eh bien, prennent le métro, mais on n'est jamais sereine de marcher dans la rue après 22h. Alors moi j'aimerais qu'on tente une petite expérience sociale, mais évidemment, elle n'est absolument pas politiquement correcte, donc c'est impossible à mettre en place. Le déguisement ? Non, mais c'est Lorraine Bastide qui avait proposé ça, et je trouve ça très drôle. Non, c'est d'imposer une fois pour tester un couvre-feu masculin après 22h. Oh, mon rêve. Et qu'il n'y ait que des femmes qui puissent déambuler dans la rue après 22h, une fois, comme ça, pour faire cette expérience sociale. Et c'est vrai que ce serait intéressant comme concept. Parce que c'est vraiment, oui, c'est philosophiquement, hommes, je ne peux pas défendre ça. Évidemment, bien sûr. Mais c'est Elle a dit que c'était politiquement correct. C'est sa parole, c'est amusant d'y penser parce qu'à chaque fois que j'ai parlé de ça aux femmes, elles m'ont dit « Ah mais grave, ce serait vraiment on passerait la meilleure soirée, genre. » Mais ça, c'est un débat, ce que vous dites est très intéressant, au moins sur le débat parfois un peu pénible qu'il y a eu sur les fameuses réunions en non-mixité. Alors avec ceux qui les soutiennent à mort et ceux qui les critiquent, mais ceux qui les critiquent le font de façon débile. Alors je trouve que utiliser des mots ou worder, marketer des mots sur ce type de réunion est un peu absurde, parce que je considère que les femmes, si elles ont envie de se rencontrer entre elles, elles en ont le droit absolu, et je ne sais même pas ce qui traverse la tête de gens qui le critiqueraient. Mais il faut faire attention à ce que... et d'ailleurs que tous les lieux où les femmes veulent se retrouver, faire des choses ensemble et le faire librement, entre guillemets. C'est pas un sujet d'en exclure les hommes, c'est un sujet de choisir avec qui on a envie d'être, et on fait ça tout le temps de notre vie. Mais il faut évidemment faire attention à ce que la solution au problème ne soit pas l'exclusion de la cause du problème. Parce que quand on tire la bobine de ça, ça va très loin. Terrifiant. Mais d'ailleurs, sur la question des réunions non mixtes, j'ai découvert qu'il y avait Place de la Concorde, un truc qui s'appelle l'Automobile Club de Paris, qui est réservé aux hommes. Et alors, on peut inviter des femmes qui n'ont pas le droit de porter de jeans et qui peuvent venir que sur certains horaires et invités par un homme. Mais les membres, je crois, on vérifiera, ne sont que des hommes. Et ça, c'est Place de la Concorde, donc vraiment sur une place, ma foi, assez prestigieuse pour Paris, la France et le monde. D'ailleurs, la plus grande place de Paris. Voilà. Et je trouve que ça aussi, le procès sur la non-mixité, il est fait aux femmes, mais les hommes, il suffit de regarder un comex ou un bureau politique dans un parti. Exactement. Les lieux d'exclusion des femmes, notamment les lieux de pouvoir d'exclusion des femmes, restent ultra dominants partout dans le monde. Hein. Alors dans des sociétés beaucoup plus radicalement. La différence qu'il faut quand même poser, notamment parce que le monde bouge autour de nous, c'est qu'il y a des endroits dans lesquels l'absence des femmes ou la présence modeste des femmes est la conséquence d'une discrimination sociétale. Il y a d'autres endroits dans lesquels c'est la conséquence d'une discrimination ontologique. Et je vais prendre un exemple parce que si je suis maire de Paris, j'en ferai un combat très important. C'est la question de la situation des femmes afghanes. Dans tous les combats qui méritent d'être soutenus dans le monde, il y en a beaucoup, et Paris sera aux côtés de tous les combats pour les droits humains partout dans le monde. Mais l'indifférence du monde au sort des femmes afghanes m'est incompréhensible. Pourquoi je dis forme d'indifférence ? Parce que on sait, on en parle plus ou peu. Chaque semaine qui passe quasiment, il y a une décision supplémentaire
d'esclavagisme. C'est de l'esclavagisme moderne. Et quand on connaît la puissance idéologique, etc., au même rang évidemment que les femmes iraniennes, les femmes afghanes doivent redevenir au centre de l'agenda médiatique mondial pour une question de symbole. Ils ont testé le concept du couvre-feu, mais du coup féminin. Mais c'est permanent. C'est permanent. Voilà. C'est de la prison, c'est de l'esclavagisme. Oui, je veux dire. Emmanuel, pour conclure, je vais te poser des questions. L'idée, c'est d'y répondre très succinctement, ok, pour qu'on conclue ça de manière un petit peu énergique. Ouais. Let's go, en une phrase. Dernière fois que tu t'es dit, waouh, cette femme, elle assure grave. À l'instant. Pardon. Et sinon, pourquoi Flora Ghebali Et juste avant. Ok. Bon, Non. il est politique. Non. Vas-y, continue. Est-ce que tu as déjà été le seul homme dans une réunion 100% femmes Oui. aujourd'hui Ouais. à commencer Non, ça m'est arrivé, notamment parce qu'à la ville de Paris, autour d'Anne Hidalgo, on a des écosystèmes de femmes de pouvoir avec lesquelles j'ai travaillé quotidiennement et c'était super. Si demain t'es maire de Paris, c'est quoi ta première décision pour les femmes? Ce sera sans doute une mesure en faveur des femmes afghanes. Si t'avais une fille de 20 ans, mais elle en a 16, donc je te pose la question, tu l'encouragerais à faire de la politique? Non. Rapide. Développe ça un peu quand même. Parce qu'il faut faire ce pour quoi on est fait et où on s'épanouit. C'est une question d'adéquation, de caractère, etc. Vous m'auriez demandé est-ce que je veux être champion olympique, j'aurais bien aimé vous dire oui, mais non. Et donc, non, je lui conseillerais plein d'autres choses pour être heureuse. Et un fils de 16 ans? Non. Pareil. Elle n'est pas tombée dans le piège. Bah oui. Bah bien sûr, un fils de 16 ans. Bien sûr, il fera de la politique. Oui, parce que c'est un bonhomme. J'espère qu'il fera autre chose. J'espère qu'il fera autre chose et qu'il se marrera. Et Non, alors, mais enfin, si tes enfants te disent, papa, j'ai envie de faire de la politique. Eh ben, ils le feront de la politique, ça c'est différent. Ah oui, ok. Ça, c'est différent. Et enfin, dans ta vie pro, donc on l'a compris parce que tu es candidat à la mairie de Paris, tu fais de la politique, mais c'est quoi la politique de ta vie perso? Donne-moi 2-3 choses que tu mets en place au day-to-day. Non, oh putain. Ça y est, on l'a eu. Non, Mais oh putain. j'essaye. Ah, oui, pardon. Genre les tâches ménagères. J'essaye vraiment, je me force, comme une forme d'obligation morale et affective, à participer au fonctionnement quotidien de la maison, en dépit de mon absence relative par moment. Est-ce que genre tu mets 1 000 € de côté par mois? Enfin, genre, c'est quoi ta politique? J'essaie de ne pas en perdre 1000 par mois. Non, non, mais vraiment, j'essaie de promouvoir dans ma vie privée ce que je plaide en public, c'est-à-dire que je contribue à tout et voilà, et je fais plus d'efforts qu'avant là-dessus. Plus d'efforts qu'avant. Est-ce qu'on reçoit ta compagne juste après? C'est quoi ton... Ouais. Qui va fact-checker. Super. C'est quoi ton, Non, c'est quoi ton organisation fact-checker avec elle. C'est quoi ton organisation parentale? Bah, c'est donc, garde alternée pour les enfants, donc une semaine. Mais la semaine où tu les as. Donc j'y vais à fond sur le boulot. Et l'organisation, c'est que j'essaye le soir, par exemple, typiquement en ce moment où on siège jusqu'à minuit, à l'Assemblée nationale, il y a une pause de 20h à 21h30. Et ben, je rentre pour dîner rapidement entre 20h et 21h30. C'est l'avantage d'être député parisien par rapport aux collègues d'ailleurs. Pour préserver tout ce qui peut l'être. Voilà. Et dernière question. Mais qui fait le dîner? Alors généralement c'est pas moi, Ouais. mais par contre c'est moi qui fais tout. C'est une question débile, mais pardon. Non mais je suis pas sûr que ça intéresse les gens, mais par exemple c'est moi qui fais la vaisselle, etc. Je fais l'après, je m'occupe de tout après. Non Qui mais achète les courses? On se fait souvent les deux. C'est des grosses courses du week-end et puis dépannage le soir dans les petites non mais supérettes je te de pose coin. cette question parce que l'organisation parentale c'est pas encore un concept qui est très clair et répandu. Mais nous on reçoit des femmes corpo qui nous disent par exemple Tout le est lundi et le mardi millimétré, c'est mes jours, le mercredi et le jeudi c'est les jours de mon mari et le vendredi c'est un jour sur deux, un vendredi sur deux. C'est pas le cas, mais grosso modo, il y a quand même une organisation. Pour que ça marche, il faut, ce qui n'est pas vraiment ma qualité première là-dessus, sur la vie privée. Autant je suis très organisé dans le boulot, autant la vie privée, il a fallu vraiment que je gagne en maturité. L'une des conditions pour arriver à respecter cet engagement moral de répartition des tâches, etc., c'est de le prévoir et de s'organiser. Et de le noter comme si c'était d'une certaine manière
dans la charge professionnelle un des éléments à faire. Et donc on partage les courses, voilà, je fais des trucs finalement assez banals, je fais la lessive, je nettoie les chiottes de temps en temps, enfin ouais, c'est la vie quoi. Est-ce que tu connais la théorie des pots de yaourt? Oh waouh, on en parle. Alors je ne connais pas encore la théorie des théorie des pots pots de yaourt, c'est la femme qui va acheter les courses, les choses qui n'ont pas de valeur active, et l'homme qui va payer l'assurance vie, le crédit, et donc au moment du divorce va repartir avec l'appartement et la femme elle va Si repartir divorce avec... il y a. Alors C'est c'est pots de pas yaourt. mon cas du tout, puisque ma compagne est infiniment plus riche que moi. Voilà. Et Enfin, donc, j'allais. je veux dire, elle n'est pas très riche, mais enfin, elle est beaucoup. Moi, j'ai gagné de l'argent un peu dans ma vie d'avant et j'en ai pas énormément. Et voilà. Et donc, je ne suis pas du tout dans cette relation symbolique. Je ne suis pas le mâle alpha qui ramène le fric à la maison, c'est pas le cas. Et j'allais conclure sur si tu devais être une femme aujourd'hui, qui tu serais? Bah, Anne Hidalgo, parce qu'elle est maire de Paris Allez, smart. Très belle conclusion. et que je l'aime. Merci Emmanuel pour ce podcast et cet échange. Trop sympa.